est 8h37 sur BFM TV et RMC. Bonjour François Braun. Bonjour. Encore ministre de la Santé et de la Prévention, je ne me trompe pas. Plus que jamais. On va parler du remaniement dans quelques instants, mais aussi évidemment de la sécurité dans les hôpitaux. Et vous allez nous révéler les résultats d'un audit que vous aviez commandé le mois dernier après le meurtre d'une infirmière à Reims il y a 2 mois. On va parler aussi du prix des médicaments. Est-ce que ça coûtera plus cher? Est-ce que certains médicaments seront déremboursés? Mais d'abord, donc, ministre de la Santé, c'est toujours le cas. Me dites-vous, est-ce que vous le serez encore dans quelques heures? Écoutez, en tout cas, je suis au travail, je suis à ma tâche. Et vous êtes là ce matin? Et je suis là avec vous ce matin, puisque la période est compliquée pour nos concitoyens. Nous sommes en alerte canicule orange dans le sud de la France. Il y a des difficultés à l'hôpital que l'on connaît, donc il est tout à fait normal que je sois aux côtés des Français pendant cette période. Et pour ne rien cacher à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, on s'est posé la question de est-ce que vous alliez être là ce matin? Est-ce qu'il faut l'interpréter comme un signe d'une discussion que vous auriez eue avec le président, avec la première ministre? Il faut l'interpréter comme le signe que je suis au travail dans une période qui nécessite que je sois auprès des Français. Vous n'avez aucun signe à ce stade de la Première ministre ou du Président de la République? Nous n'avons rien de particulier, je travaille, vous savez, j'ai beaucoup de dossiers sur mon bureau et je continue à les traiter. François Braun, je rappelle votre profession, vous êtes médecin urgentiste à l'origine, donc vous avez été confronté à un certain nombre de cas extrêmes. Est-ce que ça aide à traverser une période d'incertitude comme celle actuellement qui s'impose à l'ensemble des membres du gouvernement? Ça aide surtout dans les difficultés de notre système de santé actuellement, que ce soit à l'hôpital comme en ville. Quand je vois l'inquiétude de nos compatriotes pour avoir un médecin, pour avoir une consultation, pour être sûr d'être pris en charge à l'hôpital, eh bien, face à toutes ces difficultés, ça permet de serrer les choses et de trier un petit peu les choses. Longuement au secteur de la santé, mais vous personnellement, comment est-ce que vous vivez cette période d'incertitude et ce procès aussi qui est fait aux ministres de la société civile? On dit qu'ils ne sont pas assez politiques, qu'ils sont pris dans le tourbillon de leur administration. Est-ce que vous êtes serein? Vous savez, quand on travaille dans un service d'urgence que j'ai fait pendant près de 40 ans, on est tout à sa tâche. Il n'y a pas de perturbations extérieures en dehors du travail qui nous préoccupent. Je suis comme j'ai toujours été. Je ne sais pas si c'est zen, mais en tout cas entièrement concentré sur ma tâche. Votre justement travail de ministre n'est pas entravé du tout par cette incertitude, par ces non-dits, par ces tractations de coulisses? Non, vous savez, c'est très clair. Il y a cette problématique, on l'a dit, de canicule actuellement, qui nécessite que je sois tout à fait concentré. Nos difficultés autour de l'hôpital, avec une réorganisation qui a démarré de notre système hospitalier, le travail sur la médecine libérale et comment on l'organise mieux à l'échelle des territoires. Vous voyez que les sujets ne manquent pas et je n'ai pas de temps pour autre chose. J'en viens au sujet, justement, de votre travail de ministre. Le 24 mai dernier, ici même, 2 jours après le meurtre d'une infirmière au CHU de Reims, vous nous aviez annoncé, François Braun, un vaste audit de tous les hôpitaux pour détecter ce qui ne fonctionne pas en matière de sécurité. Est-ce que vous avez des conclusions? Est-ce que vous avez des résultats? Qu'est-ce que vous en retirez? Alors, je n'ai pas encore toutes les conclusions. Vous imaginez, ce travail est important. Près de 700 établissements ont répondu. Donc, il y en a encore d'autres pour lesquels il faut... C'est un peu plus d'une moitié? C'est un peu plus de la moitié. Il faut encore analyser d'autres résultats. Mais en tout cas, cet audit flash, entre guillemets, venait en complément du travail qui a été mené par Agnès Firmin-Lebaudot sur globalement la sécurité des soignants. Et alors, les résultats? Alors, il y a des résultats, mais quelque part, je m'y attendais. Partiels, auxquels je m'attendais, sur le quotidien. Moi, c'est ça qui, pour moi, était important. Par exemple, est-ce que l'accès dans des hôpitaux ou des services est sécurisé par des badges? Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, mais que dans 6 établissements sur 10 qui ont répondu à l'enquête. 40% des établissements n'ont aucun système de sécurité par badge. On y entre comme dans un moulin. N'ont pas d'accès par badge dans les services. Donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui interpelle. Tout le monde peut rentrer. Alors tout le monde, il y a des gens qui surveillent quand même les entrées. Mais en tout cas, il n'y a pas cette sécurisation par badge. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place partout. De la même façon, les téléphones d'alerte pour travailleurs isolés, c'est comme ça que cela s'appelle, eh bien, il n'y a que 6 établissements sur 10 qui en ont suffisamment. C'est quoi? C'est des bips pour appeler dans sa poche? C'est un petit bip sur le téléphone ou un petit système. On tire sur une cordelette et ça permet d'alerter soit ses confrères qui sont autour, soit c'est le service de sécurité de l'établissement. Donc ce sont des petites choses et c'était bien ça. Pourquoi c'est pas généralisé? Parce qu'il y a de l'argent, il y a
25 millions d'euros annuels de budget pour assurer la sécurisation des établissements de santé. Oui, c'est bien toute la question et c'est pour ça que j'ai demandé cet audit, pour voir où il y avait encore des difficultés. Alors que, parallèlement, il y a des choses qui se déplacent, qui sont plutôt bonnes dans ce système, sur la prise en charge des soignants, la préparation à gérer les agressivités. Tout ça est fait très largement. Autre exemple qui interpelle... Est-ce que c'est un problème de budget ou est-ce que c'est un problème d'organisation des établissements ? C'est typiquement un problème d'organisation au niveau d'établissement, de priorisation. Je l'ai dit très clairement, je veux prioriser cette sécurité du quotidien pour les soignants. 25 millions, donc, c'est suffisant. On nous dit qu'il n'y a pas besoin de plus. On va déjà les utiliser pour combler toutes ces difficultés et puis on verra après. La sécurité, François Braun, c'est aussi permettre à chacun... d'être soigné correctement et d'être accueilli aussi correctement. Sinon, ça crée des frustrations, des tensions. Est-ce qu'aujourd'hui, au 20 juillet, vous pouvez nous dire les urgences tiendront jusqu'à la fin de l'été ? Je veux déjà, si vous me permettez, reprendre ce que vous avez dit. Vous dites que ça crée de la frustration. Du côté des patients et du côté des soignants. Mais la frustration n'explique pas les violences. Je veux bien redire cela, parce que souvent on dit c'est normal, les gens attendent, donc ils deviennent violents. Non, ça va rien n'excuse les violences. Mais rien n'excuse les violences, et je crois qu'il faut le dire. Et le zéro tolérance sur les violences aux soignants, je veux vraiment réinsister chez vous sur ce point. Maintenant, nous avons une organisation de notre système de santé pour nous permettre de passer cet été comme l'été dernier, qui avait été compliqué. Mais les mesures que j'ai prises l'été dernier nous ont permis de diminuer cette tension sur les services d'urgence. Donc nous faisons pareil cet été avec peut-être un peu plus d'ampleur. Et ce principe de base, c'est de dire nous devons garder les services d'urgence pour les gens qui en ont vraiment besoin. On sait très bien que 4 patients sur 10 qui se présentent dans les services d'urgence pourraient être pris en charge autrement. Moi, ma volonté, et elle est relayée par les professionnels sur le terrain, c'est de dire la régulation médicale, c'est une chose qui est essentielle. C'est l'appel au 15 c'est l'appel au 15. Réorienter les patients soit vers un médecin de ville, soit vers les urgences. Mais vous aviez promis... Et ça marche. Vous dites que ça marche. Alors justement, vous dites que ça marche. Vous dites aucune fermeture sèche des services d'urgence. C'était la promesse que vous aviez faite il y a quelques mois. Je recevais à cette même place mardi Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Et voilà ce qu'il me disait. C'est raté. Et j'aime beaucoup François Braun, mais c'est complètement raté, là. C'est raté. Ça ferme de tous les côtés. Lui dit que c'est moins important que l'an dernier, qu'il y a moins d'engorgement que l'été dernier. Non. C'est-à-dire qu'il est mal informé. C'est les chiffres qui lui remontent des agences régionales de santé. Bien sûr, de son administration, qui veut bien faire, mais si vous voulez, c'est inutile. Il n'a pas les bons chiffres, il n'a pas les bonnes données. Il a les données qu'on lui donne. Nous n'avons pas les mêmes. Mais c'est depuis toujours, ça, de toute façon. Vous n'avez pas les mêmes données, alors qui dit vrai, François Braun ? Non, mais j'aime beaucoup Patrick Pelloux. Moi aussi. Ça lui fera plaisir. Non, mais bon, je le connais depuis très longtemps, mais je me déplace beaucoup sur le terrain. J'y étais encore en début de semaine, j'y serai, c'est prévu en fin de semaine, la semaine prochaine. Moi, je vois ce qu'on me dit sur le terrain. Je ne travaille pas sur les chiffres que me remonte mon administration. Ça, c'est faux. Ce que je dis, c'est que... sur le terrain. Bien sûr, oui. Ce que je dis, c'est que l'accès régulé aux services d'urgence peut donner l'impression à nos concitoyens que ces services d'urgence sont fermés. Mais ce n'est pas le cas. Je crois que nous devons vraiment concentrer nos forces auprès des patients qui en ont le plus besoin. Vous allez réussir à désengorger tous les services d'urgence d'ici la fin de l'année prochaine, comme l'a promis le président de la République. Là aussi, Patrick Pelloux en doute. Oui, c'est un engagement du président de la République et je le tiendrai. Et ce sera fait par la régulation médicale avant d'aller aux urgences, par l'organisation de l'aval des urgences, c'est-à-dire les hospitalisations à partir des urgences. Sauf qu'il manque quand même encore des médecins, François Braun, dans ces services d'urgence. Si les services d'urgence avaient moins de patients, on le disait, 4 sur 10 qui pourraient être pris en charge ailleurs, eh bien nous aurions suffisamment de médecins aux urgences. Et organiser les hospitalisations après les urgences, c'est une instruction que j'ai envoyée aux ARS, transmise aux établissements au début du mois, en disant je veux qu'il y ait cette organisation à l'échelle des territoires et que tout le monde y participe, le public comme le privé. À date, le 20 juillet, est-ce que vous constatez aux urgences un afflux de patients qui auraient des insolations, de la déshydratation, en fait les conséquences de la canicule de manière générale? 9 départements sont toujours en vigilance orange. Pas d'alerte particulière en tout cas sur un afflux de patients aux urgences liés à la canicule. Il y en a malheureusement qui viennent pour des effets liés à la chaleur. Donc c'est quoi? C'est de la déshydratation essentiellement? De la déshydratation, des problèmes de mal de tête, des signes en fait de cette déshydratation. Et là,
Mais pas de surpopulation. Pas de surpopulation aujourd'hui. Et là, nous avons des conseils qu'il faut donner, qu'il faut répéter. J'ai d'ailleurs mobilisé les médias dans les secteurs où on est en alerte canicule orange pour passer ces messages de prévention. C'est essentiel. Ce n'est pas une fatalité de souffrir de la chaleur. Je pense que tout le monde connaît les messages et les bonnes attitudes. S'hydrater, éviter de se mettre au soleil pendant les heures, donc en gros entre midi et 16 heures, là où le soleil est un peu plus fort. Je veux dire, il faut voir, quand il fait chaud, eh bien, on se met à l'abri de la chaleur, on s'hydrate correctement, on hydrate ceux qui sont autour de nous. Parce que quand on est tout petit ou quand on est plus âgé, on n'a plus ce réflexe de soif. Vous savez, les Français savent bien que quand ils ont chaud, ils ont soif, ils boivent, puis ils se mettent à transpirer beaucoup. Cette transpiration, elle permet d'évacuer la chaleur du corps. Mais quand on est très âgé ou tout petit, on n'a pas ce réflexe qui nous dit « il faut que je boive ». Donc il faut être à côté de nos plus âgés, il faut être à côté des plus petits. C'est comme ça qu'on prévient correctement les effets de la chaleur. François Braun, votre homologue allemand a une idée, accorder des heures de repos, de sieste au sein des entreprises aux heures les plus chaudes pour réadapter en fait les horaires de travail comme dans les pays du Sud. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée? Est-ce que ça peut être une piste pour la France? Je pense que l'augmentation des températures que l'on constate... Avec lesquelles il va falloir vivre. Il va falloir vivre avec, exactement. Réadapter les horaires de travail. Vivre avec, regardons ce que font les pays du Sud, y compris en termes de construction. On voit bien que ce ne sont pas du tout ces grandes baies vitrées qu'on peut utiliser, mais plutôt des petites ouvertures. Enfin, on voit bien qu'il y a un changement de société et que nous devons nous adapter globalement. Mais ça, c'est pas de la santé. Mais l'idée de la sieste. C'est pas un problème de santé, mais nous devons nous adapter. Et l'idée de la sieste, ça vous semble être une bonne idée? L'idée de la sieste, elle est surtout... vous savez, si vous faites la sieste alors qu'il fait 35 dans la pièce, ça ne va pas vous reposer. Elle est surtout le fait de ne pas faire d'efforts, physiques pendant les heures les plus chaudes. Message passé aux employeurs, notamment ceux du BTP, pour qui les salariés peuvent être exposés à un certain nombre... Mais beaucoup de choses ont été faites, contrairement à ce que j'entends. Énormément de choses ont été faites depuis 2003. Nous avons bien sûr... Avec des messages de prévention, vous le disiez, qui avaient été... ce qui s'est passé en 2003, avec des messages de prévention, qui ont été, sensibilisation des travailleurs, des professionnels. François Braun, puisque vous êtes toujours ministre de la Santé et de la Prévention, c'est vous qui en ce moment préparez le budget de la sécurité sociale. À quoi faut-il s'attendre? Votre collègue du budget, celui qui est encore à cette heure ministre du budget, dit « Nous étudions des pistes relatives au coût des médicaments ». Est-ce que ça veut dire des déremboursements? Vous savez, le travail du budget, c'est le travail de tout l'été, puisque nous devons fournir ce texte pour fin septembre, début octobre. Voilà, à l'Assemblée, au Sénat. Octobre, d'abord en Conseil des ministres et ensuite au niveau des parlementaires. C'est un travail de longue haleine et à chaque fois, tous les ans, on remet tous les sujets sur la table. Donc c'est un sujet qui est sur la table, le déremboursement de certains médicaments. Il n'y a pas de tabou. Tous les sujets sont sur la table. Je ne suis pas favorable à un principe de déremboursement des médicaments. Vous savez, on a déjà fait beaucoup de choses, y compris diminuer les taux de remboursement, mais tout doit être étudié à chaque fois. Le budget de la sécurité sociale, on dit c'est mon budget, mais ce n'est pas mon budget, c'est l'argent des Français. Et l'argent des Français, je dois l'utiliser au mieux dans des objectifs de santé, de prévention. Mais pour être clair, parce que je pense que la question du prix du médicament, au-delà de celle des pénuries, intéresse ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, par exemple, il y a une franchise de 50 centimes par boîte de médicaments. Donc en gros, si je me rends dans une pharmacie, j'achète une boîte de médicaments à 2,50 €, la sécurité sociale me rembourse 2 €. Est-ce qu'il est question que l'année prochaine, je paye plus, que cette franchise soit augmentée, par exemple? Ça fait partie des pistes Comme tous les ans, ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Je rappelle d'ailleurs que, pour être très précis sur ce que vous avez dit, il y a aussi un plafond qui est à 50 € et au-delà, on ne paye pas plus. Donc tout est forcément sur la table. Je le redis, notre système de santé, nous devons faire cette cette transformation à l'hôpital, en ville, pour mieux répondre aux besoins de santé des Français. Cette transformation, elle doit s'accompagner d'investissements pour cette transformation. Et ces investissements, il faut les faire au mieux, avec l'argent, je le répète, qui est l'argent des Français. Est-ce que sur la table, il y a aussi une taxe sur les alcools ? Il y a des réflexions autour de tout ce qui concerne les addictions, c'est-à-dire l'abus excessif, bien entendu, comme nous l'avons eu l'année dernière sur le tabac, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous feriez la différence, par exemple, entre le vin, qui fait partie du patrimoine français, et les alcools forts dans une taxe éventuelle ? Toutes les addictions, c'est de mon rôle en tant que ministre de la Prévention d'alerter sur des enjeux de santé publique face aux addictions. Mais est-ce que ça passe par une nouvelle taxe ?
Non, il n'y a pas de principe de nouvelle taxe. Mais je le redis, tout est sur la table, tout est discuté. C'est de mon rôle de tout mettre sur la table. Et ensuite, eh bien, nous voyons quelle est la meilleure façon d'utiliser l'argent des Français. Donc vous dites ce n'est pas sur la table aujourd'hui, mais est-ce que vous y êtes favorable, à titre personnel, en tant que médecin? Non, je suis favorable à ce que l'on puisse lutter contre les addictions. Parce que les addictions, donc l'utilisation excessive d'un produit... Oui, mais vous évoquiez le tabac. Le tabac, c'est passé par l'augmentation du prix. Non, mais que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, que ce soit les jeux en ligne, que ce soit les écrans, que ce soit les puffs dont on a déjà parlé. Je suis favorable à l'interdiction de ces produits qui amènent les jeunes vers le tabac. C'est la politique de santé publique, c'est la politique de prévention. Et il ne vous a pas échappé que mon ministère, c'est bien le ministère de la Santé et de la Prévention. On boit trop en France ? Non, je vais pas dire ça. On ne boit pas plus en France que dans d'autres pays. En tout cas, c'est pas le sujet. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est comment lutter contre les addictions. Lutter contre les addictions, ça passe aussi par une meilleure prise en compte des difficultés des gens. Les gens qui sont addicts, comme on dit, à un produit, ils sont victimes de ce produit. Ils ne sont pas responsables, coupables, ils en sont victimes. Et en tant que victime, en tant que patient, je me dois de tout mettre en œuvre pour réussir à les soigner. François Braun, toujours ministre de la Santé et de la Prévention. Il est 8h53 sur RMC BFM TV. Merci d'être venu à ce micro ce matin. Est-ce que vous nous confirmez que vous avez un conseil des ministres cet après-midi ? Écoutez, il y a un conseil des ministres dans la fin de la semaine, là, oui. Mais vous ne confirmez pas que c'est cet après-midi. Merci beaucoup François Braun, bonne journée à vous, bonne journée à tous. Bonne journée.